Bonjour à tous. Alors, en tout cas, merci pour votre présence. Nicolas Laurenchet, moi je suis directeur commercial chez Notherway et je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet particulier, l'ingénierie sociale, et puis on va essayer d'associer une petite perspective liée à l'intelligence artificielle et voir dans quelle mesure les deux se combinent assez bien pour créer un peu plus de risques et de menaces pour nos organisations. Avant ça, je vais commencer par une petite question. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Pardon ? Non. Alors, petit indice, il a été incarné par Leonardo DiCaprio dans le film Attrape-moi si tu peux. Alors, cette personne, c'est Franck Abagnale. C'est une personne qui a été cataloguée comme le père de l'ingénierie sociale. Alors, il a sévi dans les années 70. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, ce qu'il faisait à l'époque de manière très artisanale commence à être industrialisé, notamment par le biais de l'IA. Donc là, le but de cette présentation, c'est de vous montrer pourquoi on en arrive là et puis comment on peut faire pour s'en protéger. Donc moi, je vais faire le lien à la passerelle assez rapidement entre l'ingénierie sociale et les risques humains et les risques cyberhumains. D'où viennent les risques aujourd'hui ? Le risque principal, c'est l'empreinte numérique. C'est quoi l'empreinte numérique ? C'est ça. Aujourd'hui, quand on est une personne normalement constituée, on consomme du digital. Et quand on consomme du digital, il se passe deux choses. On va exposer des données personnelles de manière volontaire ou de temps en temps de manière un peu involontaire. Et donc, on va rendre public des informations sur la toile. Et puis, le fait de consommer tout un tas de plateformes digitales fait qu'à un moment donné, ces plateformes vont se faire voler des données, en particulier vos données. Et ces données vont se retrouver à d'autres endroits sur le web, notamment dans le dark web et puis sur certains forums d'attaquants. Donc ça, ce sont les données volées. Et finalement, si on commence à retisser un peu cette toile, tous ces éléments d'information constituent ce qui s'appelle votre empreinte numérique. Et l'empreinte numérique d'une personne, c'est ce qui va être utilisé par un attaquant, un fraudeur, pour s'en prendre à vous et mettre en place des techniques finalement d'ingénierie sociale pour essayer de vous atteindre. Comment on fait un attaquant, une personne malveillante pour du coup s'en prendre à vous ? Donc là, il y a une courte vidéo qui va vous montrer qu'en fait finalement c'est assez facile. Comment un attaquant va faire ? Il va aller sur un outil très simple, un Google, il va essayer de chercher sur la base d'une entreprise qu'il veut cibler quelqu'un qui pourrait s'y rattacher. Il ne cherche pas une machine, une personne. Une fois qu'il a le nom, prénom de cette personne qui semble être directeur financier, il va utiliser certains outils de recherche, d'information sur cette personne en disant tiens, Wisecase c'est l'entreprise, cette personne s'appelle Ondrojek, et bien je vais aller voir ce que je peux trouver sur lui. Donc il va utiliser certains outils avec des moteurs de recherche en particulier et rapidement tomber sur un certain nombre d'informations. Souvent, il va trouver des adresses email, des mots de passe, et puis tout un tas d'informations. Et donc là, sur cette base-là, il va se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais essayer de m'identifier sur le compte LinkedIn de cette personne. Il a une adresse email. Ici, il trouve un mot de passe. Est-ce que c'est le bon ? Il ne sait pas. En tout cas, il va tester. Et puis, il va voir s'il peut s'identifier. Alors, une fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Là, en l'occurrence, ça marche pas. Simplement, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fonctionner par rebond. Comment on fonctionne par rebond ? Il va retrouver l'identifiant unique de LinkedIn. Quand vous vous connectez sur LinkedIn, vous avez un identifiant unique. Et ensuite, il va prendre cet identifiant et se dire, tiens, qu'est-ce que je peux retrouver là-dessus ? Est-ce qu'il n'y a pas d'ancienne fuite de données qui concerne ce numéro ? Et du coup, quand il va faire ça, il fait un rebond, il dit, tiens, il y avait cette fameuse adresse Wisecase, mais il y en a une autre aussi qui s'appelle Lazare Ondrojek @Outlook. Et donc, du coup, il va changer simplement l'identifiant, parce qu'il a besoin d'un identifiant et d'un mot de passe. Il reprend le mot de passe de tout à l'heure. Donc il a un couple qui est différent, identifiant mot de passe, et il va pouvoir finalement assez facilement se connecter sur le compte LinkedIn de cette personne-là. Et finalement, c'est à partir de là que va commencer à proprement parler l'ingénierie sociale. Il va usurper l'identité de cette personne-là, pouvoir interagir avec cette interface et liker des posts, voire même créer des posts particuliers. Et puis surtout, il va avoir accès à toute la panoplie d'outils de LinkedIn et notamment la partie messagerie en fait de LinkedIn. Et donc là, s'il y avait des échanges confidentiels qui avaient lieu avec des camarades ou en tout cas des collaborateurs de l'entreprise, il y a accès. Et ensuite, il peut bien entendu animer un échange dans un sceau de confidentialité et de confiance, faire sortir des informations, voire faire télécharger des contenus malveillants aux personnes qu'il adresse, non pas sous son identité, mais l'identité de cette personne. Donc voilà pourquoi l'ingénierie sociale, c'est devenu assez facile et pourquoi finalement il faut intégrer ça finalement dans une stratégie de protection. Alors moi je vais du coup vous parler de deux pans. Il y a un pan d'abord entreprise, pourquoi on doit protéger les dirigeants et les collaborateurs. Donc là ce sera plus simple, quelques chiffres. Premier chiffre, il y a 80%
des attaques qui exploitent à un moment donné une vulnérabilité humaine. Donc ça veut dire que ce sujet-là, il est prépondérant dans le chemin d'attaque utilisé par les fraudeurs, les cyberattaquants et les escrocs. Deuxième élément, c'est que dans toutes les populations que vous allez gérer ou rencontrer, on reste encore dans un paradigme où les dirigeants sont plus ciblés que les attaquants, que le reste des collaborateurs. 12 fois plus. Donc un dirigeant va être beaucoup plus ciblé que le reste des collaborateurs. Et ensuite, comment ils fonctionnent ? C'est exactement comme je vous l'ai montré. Ils vont chercher un chemin d'attaque qui est le plus efficient en termes de retour sur investissement. Ils vont chercher les données, non pas des machines, mais les données des personnes. Et ils vont mettre en place différents scénarios d'attaque. Mais l'attaque chapeau, finalement, c'est l'attaque par ingénierie sociale. Quelques chiffres. Alors, on est entre experts cyber, donc vous connaissez tous ces chiffres bien plus que moi, mais en tout cas, je voulais juste souligner un élément intéressant, c'est le nombre d'attaques en 2022 qu'il y avait. Donc, la volumétrie d'attaques, elle est hyper importante. Et à l'époque, en fait, on était dans un ère pré-ChatGPT. Et donc, du coup, gardez juste ce chiffre en tête par rapport à tout ce que je vais vous dire juste après. Deuxième pan, en fait, de risque. C'est un pan de risque qu'on adresse souvent un peu moins, qui est le risque sur les particuliers. Donc jusque-là, le monde de la cyber est très orienté sur les entreprises. Risque cyberhumain dans le monde des particuliers. Premier élément, ça c'est une vieille étude qui date d'un peu avant 2020. Plus d'1 milliard de personnes ont été touchées individuellement par des attaques et ont perdu de l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît moins, qu'on voit moins, mais c'est un phénomène qui est en train de se développer. Quand on perd de l'argent par une attaque cyber, mais aussi souvent par de la fraude. Donc là, un rapport un peu plus récent de 2022 de la Banque de France évalue finalement les différents patterns de fraude et regarde sur la fraude aux cartes bancaires et s'est rendu compte en fait que 68%, donc une part importante de ces fraudes à la carte bancaire, se font sur de l'achat en ligne et dans les techniques qui sont utilisées, donc la Banque de France met en évidence l'hameçonnage, l'usurpation d'identité. C'est quoi tout ça ? C'est de l'ingénierie sociale. Donc on est vraiment sur l'utilisation de ces techniques-là pour mettre en place des patterns de fraude qui sont finalement assez importants. Et le dernier élément aussi que je voulais mettre en lumière aujourd'hui, c'est un autre risque, c'est le risque de cyberharcèlement. Étude assez récente qui nous apprend finalement que 60% des jeunes adultes entre 18 et 25 ans ont été déjà victimes de cyberharcèlement. Et la matière première des cyberharceleurs, c'est quoi ? C'est l'empreinte numérique. Et tout le reste, en fait, découle de cette source-là. Quelle évolution ? Donc ça, c'était un petit peu la thématique IA. Pourquoi l'IA, en fait, est quelque chose qui peut changer un peu le paradigme. Et le sous-titre que je mets ici, c'est des dirigeants aux salariés et particuliers grâce à l'automatisation des attaques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, jusque-là, faire l'ingénierie sociale nécessitait une part d'artisanat. C'est-à-dire que les données étaient accessibles, simplement, il fallait les manipuler, il fallait faire un petit travail artisanal, donc ça prenait du temps à un attaquant ou une personne malveillante, de sorte qu'il réservait ça à des cibles qui étaient bankable, et donc du coup, il dirigeait ça plutôt sur des dirigeants d'entreprise. En revanche, en fait, depuis l'essor notamment de ChatGPT, mais tous les IA génératives et tout on va dire le halo technologique qu'il y a autour de ça, on est en capacité, quand on est attaquant, d'automatiser un grand nombre de scénarios d'attaque. Donc du coup, on est capable d'avoir finalement des cibles beaucoup plus vastes. Et donc là où on était sur une cible essentiellement dirigeant sur l'ingénierie sociale, c'est en train d'aller sur beaucoup plus de monde dans l'entreprise en termes de nombre de salariés. Et surtout que ce sont des attaques qui vont de plus en plus toucher les particuliers. Donc c'est un véritable sujet qu'il va falloir adresser pour finalement protéger l'entièreté de la société sur ces sujets-là. Nous, au Notherway, qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine ? Donc là, parler un peu plus de notre activité. On est éditeur de logiciels et on développe des logiciels pour évaluer le risque au sein des entreprises et puis ensuite pour protéger les individus. Ça prend la forme en fait d'une plateforme numérique dans laquelle on a d'un côté une capacité de supervision sur des collectifs plus ou moins importants, et puis de l'autre côté, une fois qu'on a identifié des personnes qui sont à risque, pour nous à risque, c'est pas des gens qui sont mauvais ou qui ont une mauvaise hygiène numérique, c'est souvent des gens qui sont victimes de leur empreinte numérique. Et bien on va leur proposer des outils de protection. Donc nous on parle bien de protection et pas de sensibilisation. Protection, c'est on identifie leurs risques propres et on leur propose des plans d'action de remédiation pour qu'elles puissent maîtriser leurs risques. Comment ça marche ? Quand on est dans une logique de collectif, finalement, on va évaluer le risque au niveau de ce collectif. Souvent, c'est une entreprise et on va dire j'ai, entre guillemets, une note qui est bonne ou pas bonne en termes de risque humain. On va identifier les personnes qui sont les plus à risque dans l'organisation pour être en capacité de mettre un plan d'action de protection. Et puis ensuite, quand on a envie de comprendre un peu plus, on va pouvoir finalement savoir quelles sont les typologies de menaces qui vont être plus prépondérantes sur cette organisation. Donc là, c'est souvent un logiciel qui est déployé pour des entreprises ou des groupes d'entreprises.
dès lors qu'on a des personnes qui ont un risque important et qu'on a envie de protéger. Donc ça, c'est le deuxième pan de notre activité. On va alors déployer des applications de protection. Donc c'est une espèce de coach individuel dans lequel ils vont retrouver différents éléments liés à leur risque. Donc là, ils auront finalement une espèce de petit tableau de bord comme votre application de sport, de coaching sportif. Ils vont retrouver les éléments qui génèrent leur risque. Et ils auront finalement un panel assez exhaustif des typologies d'informations qu'on peut retrouver sur eux assez facilement quand on est attaquant. Donc ça va des identifiants numériques finalement à la présence de données de santé liées typiquement à une fuite de données sur un établissement de santé où vous êtes passé il n'y a pas longtemps. Et surtout, et c'est ça qui est le plus important, c'est que sur la base de ces éléments d'information, on va leur proposer des plans d'action de remédiation. Donc il y a des éléments en fait sur lesquels ils ont un levier et nous on va le mettre en évidence ces actions pour qu'ils puissent baisser le risque d'ingénierie sociale vis-à-vis de leur profil numérique. Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous avez 10 mots de passe qui sont connus des attaquants, alors vous avez finalement 10 chances de vous faire attaquer sur votre site d'achat en ligne favori, sur votre banque, sur votre plateforme d'assurance. Donc nous, on va les identifier, on va vous dire les plateformes qui sont en risque et on va vous proposer de changer ces mots de passe. On vous dira exactement ce qui est connu des attaquants. Mais ça s'arrête pas là. On va aussi regarder les plateformes, par exemple, de réseaux sociaux sous un angle plutôt de confidentialité. On va détecter en fait les paramétrages que vous avez mis en place et on va vous orienter sur les paramétrages qui vous permettraient d'avoir finalement une meilleure maîtrise de l'information. Là, l'idée, c'est pas d'arrêter d'utiliser les réseaux sociaux, simplement de bien les configurer. Et en particulier sur des plateformes qui changent de ces conditions générales d'utilisation tous les 4 matins, c'est important d'avoir un outil qui vous permet de faire cette veille en continu. Et donc globalement, en fait, à chaque fois que quelqu'un met en place son plan d'action, son risque va baisser. Puis surtout, suite à ça, on aura un rôle d'alerte, c'est-à-dire que dans la poche, vous avez une application qui va venir se rappeler à vous quand il y a une nouvelle fuite de données, une nouvelle problématique de données exposée, pour que vous soyez en capacité d'avoir une vraie maîtrise sur votre empreinte numérique. Et ensuite, pour aller plus loin, on a développé il y a peu une logique d'API. Alors une API, c'est quoi? C'est une brique logicielle qui a vocation à s'intégrer dans des interfaces clients. Et donc ces interfaces clients, ça peut être typiquement l'interface d'une organisation bancaire, assurantielle. Et donc là, on va avoir un objectif qui sera de protéger non pas la banque ou l'assurance, mais les clients de cette banque ou cette assurance. Et donc du coup, on va intégrer une capsule santé numérique dans ces interfaces-là pour permettre à ces utilisateurs finalement de pouvoir prendre soin de leur santé numérique et des éléments qui peuvent générer un risque. Donc là, pour nous, ça fait partie du rôle des assureurs, des banquiers, voire même des plateformes de vente en ligne, de pouvoir chouchouter entre guillemets la santé numérique des utilisateurs, parce que si on fait pas ça, tous ces comptes utilisateurs à un moment donné vont se faire hacker et du coup tout l'argent qui est à disposition sur ces comptes-là va se faire dérober. Et du coup, pour parler d'une partie un peu publique de ce qu'on a pu faire, on a notamment déployé cette approche-là avec la région Bretagne qui a développé un dispositif qui s'appelle moncompte.bzh, qui est une espèce de France Connect à la bretonne. Et donc du coup, quand on rentre finalement sur ce moncompte.bzh, vous avez la possibilité finalement d'évaluer le risque numérique qui est lié à votre empreinte numérique et donc du coup de mettre en place des actions de protection. Donc c'est un dispositif qui marche bien aujourd'hui, qui a été plutôt plébiscité par la presse. Donc voilà, je vais m'arrêter là avec une petite synthèse. La synthèse, c'est que tous ces éléments en fait sont intéressants parce qu'en fait on a des leviers d'action. Pourquoi? Parce qu'on mesure le risque réel des personnes, soit quand on est une entreprise pour évaluer le risque et mettre en place des plans d'action de protection pour ses salariés et ses dirigeants, soit quand on est individu parce qu'on fait exactement le même travail mais sur la tête d'une personne et du coup on propose à chacun de maîtriser son empreinte numérique. Et pour aller plus loin, on est disponible sur le stand aujourd'hui. Et éventuellement, vous pouvez vous rendre sur notre site internet où il y a différentes études, et notamment une étude sur les risques cyber des dirigeants qui est assez intéressante parce qu'elle permet de voir qu'aujourd'hui, les dirigeants sont essentiellement attaqués non pas sur leur vie numérique professionnelle, mais personnelle. Et on utilise tous les éléments de leur vie personnelle pour faire levier de pression sur eux. Je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. La demande, c'était la planche sur les dirigeants qui sont plus attaqués. Ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des points sur lesquels vous souhaiteriez? Je pense qu'on a encore un tout petit peu de temps et je peux développer. Il reste 2 minutes pour développer. Vous avez parlé du potentiel de l'IA générative pour automatiser des attaques. Il y a aussi le
potentiel de ChatGPT pour crédibiliser des mails de phishing qui auparavant auraient pu contenir des fautes d'orthographe, être moins crédibles. Avec ChatGPT, on a un outil très efficace en fait pour pouvoir générer des mails de phishing qui sont beaucoup plus crédibles. Est-ce que vous savez si aujourd'hui il y a des moyens de pouvoir détecter des mails qui sont générés par IA? Alors, ce que vous avez dit exactement, ce qu'on voit, ce qu'on observe, nous, on est emmené à faire des démonstrations pour montrer le potentiel de l'IA pour la création automatique de mails, mais pas que de mails, de systèmes de messagerie finalement très contextualisés. La base, la source, c'est tous les éléments qu'on a sur vous pour la rendre extrêmement crédible. Aujourd'hui, donc c'est le point où on en est. Demain, ça sera plus que des éléments d'information, mais des éléments visuels, des photos, des vidéos, des enregistrements vocaux en fait qui permettront finalement de faire des deepfakes de différentes natures. Donc tout ça va constituer votre empreinte numérique un peu plus élargie. Donc nous on travaille sur tous ces sujets-là. La problématique de la détection elle est extrêmement compliquée. Il y avait une table ronde hier assez intéressante là-dessus. Il y aura toujours la course-poursuite en fait à essayer d'avoir des moyens de détection. La problématique notamment sur ce sujet-là, c'est l'impact. C'est un email ou une fausse vidéo, un deepfake, il va avoir un impact immédiat sur une population très importante. Donc est-ce qu'on est en capacité, de détecter en temps réel et surtout de maîtriser l'impact de cette information, parce qu'une fois que l'information elle est partie, une fois qu'on a usurpé le compte d'un grand dirigeant sur LinkedIn, Twitter ou autre, et une fois que l'information a été publiée, l'impact il est quasiment immédiat sur une population très importante, et c'est cette maîtrise-là en fait qui est très très compliquée. Donc je pense qu'il va y avoir des techniques, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Mais en tout cas, il y aura toujours cette dichotomie entre j'arrive à le détecter, mais est-ce que j'arrive à le détecter suffisamment tôt pour empêcher l'action et surtout l'impact de cette action. Donc il y aura toujours cette course-poursuite, à mon avis. En tout cas, merci pour votre attention. Et puis, je suis disponible sur notre stand. Bonne journée à vous.